Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Saturne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. Romain sera avec moi dans votre chronique Cinéfacto, mais pour l'heure, voici le programme de votre soirée. Cette semaine au box-office, le film Sans un bruit, jour 1. 4 ans après la sortie du dernier volet, la franchise à succès revient sur grand écran avec ce préquel. Direction New York, là où tout a commencé, la grosse pomme va être attaquée par des extraterrestres qui utilisent le son pour localiser et tuer leur proie. Les New-Yorkais vont donc devoir se taire pour survivre car seul le cinéma peut briser le silence. Producteur, réalisateur de documentaires, de magazines télé et bien d'autres encore, Antoine, mon invité du jour, a plus d'une corde à son arc. Ce soir, il nous parlera d'ailleurs de son documentaire Notre sang, qui traite d'un problème de santé publique en Nouvelle-Calédonie. Enfin, à travers le documentaire Les Sentinelles de la Grande Barrière de Corail, les tortues de l'île de Renne en Australie, vous verrez ô combien les tempêtes et le réchauffement climatique sont un frein à la ponte des tortues vertes. Que de belles choses à venir. Alors, et on commence tout de suite avec la sélection de films que j'ai faite pour vous. Alors, ce soir, frissons et fou rire seront au rendez-vous dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Sans un bruit, jour 1. On y suit Sam, une jeune femme de passage à New York qui va très vite vivre un cauchemar avec son chat Frodon, éveillé bien sûr, parce qu'un cauchemar éveillé, puisqu'elle va devoir survivre dans cette ville infestée de monstres hypersensibles au bruit. On regarde un extrait. Alors, si vous n'avez pas vu les films précédents, mais vu le film Bird Box avec Sandra Bullock, c'est un peu le même genre. En tout cas, angoisse et suspense seront au rendez-vous, espérant que Michael Sarnowski soit à la hauteur de l'univers créé par John Krasinski. Enfin, le film La famille Hendrix. Justine est maman d'une famille recomposée, tout n'est pas tout rose, c'est d'ailleurs comme dans toutes les familles, et quand son fils Henri menace de partir vivre chez son père pour préserver l'unité familiale, la mère de famille décide d'organiser un road trip imprévu sur la côte atlantique pour tenter de rapprocher son compagnon Ludo, son fils et son beau-fils Joseph. Disputes et réconciliations rythmeront ce week-end, mais arriveront-ils à découvrir la clé pour vivre en harmonie ? On regarde la bande-annonce. Ludo, on a besoin d'air là. Ça fait 2 ans qu'on trime comme des malades dans cette baraque. Henri veut aller vivre chez son père. Ah, mon fiston! Il est malheureux avec moi et c'est mon job de le rendre heureux. Donc, on part en road trip. Maintenant. Maintenant? Ouais. Faut qu'on la soude cette famille. On part tous les 4 en vacances, à l'aventure. Plutôt crevé. Allez, c'est presque fini, chérie. Tu râles un peu là, mais je te connais. Tu vas adorer. On dort pas à 4 dans ce truc? Bah si. Maman! Il y a 876 € sur le compte, donc c'est largement suffisant pour une semaine. Oh, putain. On a monté un groupe de musique. D'ailleurs, faudrait qu'on trouve un nom. Faudra un truc qui claque. Family Recomposed. C'est atroce.
là! Vol à répétition, agression physique, ça commence à faire là. On a une garde à vue qui s'échappe! Besoin de renfort! Je me barre chez mon père. T'es relou, putain! Toi, ta gueule! Wow! Il a 15 ans, c'est l'âge. Lâche un peu. Si je lâche, il s'en va. Mais non, il s'en va pas. Moi, des fois, ma mère, elle me manque. Je préfère quand même rester avec mon père. Pourquoi? Parce que... il est là. Ça y est, j'ai trouvé! Les Hendrix. Si canon. Et oui, la musique a ce pouvoir extraordinaire de rapprocher les gens. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour renforcer les liens familiaux? Il faudra aller le voir pour le découvrir. À noter que ces deux films sont à découvrir dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Ce soir, avec Antoine, mon invité du jour, nous découvrirons son nouveau documentaire Notre sang, une production de Studio 4-4 et de Canal+ Calédonie. Un documentaire qui devrait sortir fin août. On en parle tout de suite avec lui dans votre chronique Gros Plan. Bonsoir Antoine, Bonsoir, merci à toi d'être avec nous ce soir. avec plaisir. Alors tu es co-gérant de Studio 4-4, Oui, une boîte de production qui opère d'ailleurs dans tout le Pacifique. Documentaires, magazines, télé ou encore films publicitaires, tu as quand même plus d'une corde à ton arc. Alors avant d'en apprendre un peu plus sur ton nouveau documentaire, Notre sang, qui doit sortir fin août, je voulais revenir sur ton parcours qui est quand même assez atypique. Alors explique-nous comment un infirmier et pompier volontaire devient-il producteur et réalisateur? ouais, en fait, tout est parti de mon arrivée en Nouvelle-Calédonie il y a bientôt 9 ans. Je suis arrivé ici en tant qu'infirmier et j'ai travaillé rapidement sur l'île de Marais, dans un centre de dialyse. Ok. Et en fait, je suis complètement tombé amoureux de ce pays-là, des paysages, de la population. Et voilà, je me suis senti tout de suite bien accueilli. Et puis rapidement, j'ai voulu partager en fait ce que je voyais auprès de ma famille, de mes amis en France. Et donc j'ai commencé à faire un peu de vidéos sous l'eau, parce que Marais est un paysage, comme on le voit à l'image, juste incroyable sous l'eau. C'est magnifique. Et donc j'ai commencé à faire un peu de photos comme ça sous l'eau pour envoyer à ma famille, pour leur partager en gros ce que je voyais, ce que je ressentais. Et puis je me suis, à force, passionné par la vidéo. Les drones commençaient à arriver sur le marché, je me suis acheté un petit drone. Et puis voilà, j'ai commencé à associer la GoPro, le drone et puis m'initier au montage, alors de manière complètement autodidacte. À l'époque, je regardais des tutoriels sur YouTube. Et puis voilà, après sur le terrain, en expérimentant, j'ai commencé à faire des petits montages. Donc c'est ma passion pour l'audiovisuel a démarré de Marais, il y a bientôt 7 ans maintenant. Donc voilà, la transition, elle s'est faite à ce moment-là où j'étais infirmier en centre de dialyse et puis sur mes jours de repos, je plongeais, je mettais la tête sous l'eau, j'allais en randonnée et je commençais à filmer pour moi, pour les souvenirs. Et voilà, tout est parti d'ici en fait. La transition, elle s'est faite à ce moment-là, mais j'avais aucune ambition d'en vivre ou j'imaginais même pas à ce moment-là pouvoir un jour réaliser des documentaires à la télé pour Canal+, quoi. Mais aujourd'hui, voilà, c'est à plein temps. Aujourd'hui, c'est à plein temps. J'ai donc créé la société de production Studio 4-4 avec Cédric, mon associé, en janvier 2021. Voilà, Cédric a un petit peu le même parcours que moi et on s'est rencontrés au cours d'un voyage au Vanuatu, pour lequel on travaillait pour l'office de tourisme du Vanuatu et puis on s'est tout de suite bien entendu, ça a très bien matché. À l'époque, lui, il était en Australie, moi j'étais en Nouvelle-Zélande. Et puis on s'est dit que ce serait chouette qu'un jour on puisse se retrouver pour un nouveau projet comme celui-ci. Et puis, par tout hasard, c'est le Covid qui nous a réunis en Calédonie. On s'est retrouvés tous les deux ici et puis on a décidé de monter Studio 4-4 pour faire des documentaires télé. Donc on a commencé tous les deux par des vidéos de voyage, comme ce qu'on a pu voir là dans les images. Et puis notre rêve, c'était de faire des documentaires, et des documentaires sportifs. Parce qu'on est issus tous les deux d'un milieu sportif. En tout cas, on a pratiqué depuis notre plus jeune âge. Et c'était notre envie. Donc, on a commencé par faire des petites vidéos portraits de 3-4 minutes sur des sportifs calédoniens. Et puis, quand on a créé Studio 4-4 en janvier 2021, un mois après, on s'est retrouvés confinés. Et donc, toutes les idées sont nées de ce moment-là, où on s'est dit qu'est-ce qu'on peut raconter et à qui on peut le proposer.
Et donc, on a travaillé sur l'écriture de séries documentaires. La série documentaire Sans Limite qu'on a coproduite avec Canal+. Et c'était notre premier documentaire en 2021 qu'on a fait. Alors justement, tu as dit quand tu es arrivé ici, tu étais infirmier en dialyse. Oui, Est-ce que c'est pour ça, en fait, que tu as décidé d'en faire un documentaire, d'en parler dans un documentaire? ouais. Effectivement, j'ai été infirmier en réanimation en France. En arrivant ici, j'ai fait du dispensaire et puis rapidement, j'ai intégré l'association de dialyse, la TIR. Et j'ai travaillé partout sur le territoire, dans tous les centres de dialyse de la Calédonie. Alors, il y a des centres sur la côte Est, dans le Nord, dans le Sud, et puis sur les îles Loyauté. Mhm. Et donc voilà, il est arrivé un moment donné où j'ai arrêté mon métier d'infirmier pour me consacrer entièrement à la réalisation de documentaires. Et j'avais envie d'associer en fait mon ancien métier avec mon nouveau Mhm. métier. J'avais envie de raconter un peu mon vécu, mes questionnements, mes interrogations. J'ai été confronté à plein de questionnements en arrivant sur Marais, en travaillant en dialyse, avec une population kanak, avec ses coutumes, et puis sa vision de la maladie, son approche de la maladie, qui était à des années-lumière de ce que j'imaginais d'une prise en charge de patients dialysés chroniques sur une île isolée. Et donc, en fait, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de retourner à la rencontre de ces personnes-là que j'ai pris en charge, que j'ai accompagné pendant des années, de retourner les voir avec ma caméra et puis de repartir de ces questionnements-là, ces interrogations qui étaient restées un petit peu en suspens parfois. Et puis, j'avais surtout aussi envie de partager mon expérience et partager les témoignages de ces gens-là auprès de la Calédonie. Mhm. Tu dis que tu avais des interrogations, et est-ce qu'en faisant justement ce documentaire, tu as eu les réponses que tu cherchais? Ouais, j'ai eu les réponses. Je ne sais pas si j'allais chercher vraiment des réponses. En tout cas, j'avais envie de retourner discuter avec ces gens-là. Je me souvenais de moments forts que je partageais, notamment le soir quand je travaillais de nuit, où je m'assieds, je prenais un tabouret, je m'assieds auprès d'un patient. Je me souviens de ce patient wallisien où j'avais discuté pendant 1 heure avec lui sur des sujets à alimentation qui m'avaient complètement choqué. Et il me disait, mais t'aimes bien le saucisson, Antoine, toi? Puis je dis, bah oui, j'aime bien, j'en prends à l'apéro de temps en temps, 2-3 tranches. Et puis il m'a regardé avec des grands yeux comme ça, 2-3 tranches. Il me dit, mais moi, quand je mange le saucisson, c'est toute la saucisse que je mange. Et donc, en fait, voilà, il y a plein de choses qui m'ont marqué comme ça. Et j'ai essayé de rechercher ça dans ce documentaire-là. Et donc, de retourner un peu, me poser, prendre un tabouret à côté d'eux, et puis d'avoir leur témoignage, en fait, tout simplement. Alors, j'ai eu des réponses à des questions. Certaines, je les avais déjà. Et puis d'autres, j'ai été très touché d'avoir certains témoignages. Et surtout, je suis content, en fait, d'avoir trouvé des personnes qui acceptent de témoigner. Parce que ça a été très, très compliqué. Ça a été le parcours du combattant pour trouver des personnes qui acceptent de parler de cette maladie, de leur maladie en Calédonie. Donc, je suis vraiment satisfait aujourd'hui d'avoir pu rencontrer ces personnes, mélanésiennes, wallisiennes, qui ont accepté de parler de leur parcours de vie et de leur maladie. Voilà. C'est quelque chose qui est assez tabou quand même. Oui, c'est sûr. Et donc, au niveau du tournage, justement, ça a pris combien de temps? Comment ça s'est fait? Je m'étais dit dans ma tête que le tournage serait très rapide parce que je savais où j'allais, je connaissais les soignants, je connaissais les patients, voilà, Gilbert, Alifou. Et en fait, ça a pris entre la phase d'écriture et là, le film est en montage, ça a presque pris 2 ans. Donc voilà, c'est pas du travail 2 ans à temps plein, mais je suis parti avec des patients qui ont accepté de témoigner et puis en cours de route qui ont décidé de ne plus poursuivre. Bien souvent, c'était l'environnement familial qui n'acceptait pas que la personne témoigne et du coup, ça a beaucoup bloqué mon tournage et c'est très compliqué de trouver des personnes qui abordent les thématiques que j'avais envie d'aborder. J'avais envie d'évoquer l'insuffisance rénale dans sa globalité, avec sa prise en charge, la greffe rénale, les différentes techniques d'hémodialyse. Et donc, il fallait que je trouve un patient par thématique et d'ethnies différentes, d'environnements différents. Je n'avais pas envie de faire le tournage entièrement à Nouméa, ça aurait été trop facile et pas représentatif de cette maladie. Et donc, il a fallu que je trouve des patients sur les îles,
sur la Grande Terre et sur Nouméa. Et je remercie toute l'équipe de l'ATIR, de l'UDNC, qui m'ont accompagné pendant 1 an et demi à m'ouvrir les portes et me faciliter le travail pour aller identifier des patients comme Joseph, comme Gilbert, voilà, dans mon documentaire, qui puissent témoigner de la meilleure des manières possibles, en fait, et d'avoir tout le panel de ce que représentent les patients atteints de cette maladie. Alors justement, en Nouvelle-Calédonie, donc, il y a environ 700 dialysés donc, qui ont besoin de soins réguliers, hein, parce que c'est une question quand même de survie. Oui. Est-ce que, en faisant ce documentaire, pour toi, la société calédonienne a vraiment conscience de l'ampleur de ce problème? Alors, à mon sens, et après mon expérience documentaire, non. Non, pourquoi? Parce que c'est une maladie qui est pas connue, qui est très peu connue, dont on ne parle pas. C'est une maladie qui est invisible, hein. Il y a des choses qui se sentent, qui se voient et dont on parle et dont on connaît. Tout le monde connaît le cardiologue, la maladie du cœur. Quand on parle de néphrologue, la maladie du rein, personne ne connaît. Et quand on ne connaît pas, ça fait peur et ça suscite des interrogations. Et donc c'était tout là l'enjeu de ce documentaire-là, et c'était mon envie, c'était de faire découvrir cette maladie-là et que les gens prennent conscience qu'elle existe, d'où elle vient, pourquoi, et quelles sont les conséquences et quelles sont aussi les possibilités de prise en charge sur le territoire. Donc non, clairement, il faut savoir que moi j'ai côtoyé des patients atteints de cette maladie dont l'environnement proche, familial, parents, grands-parents, enfants ne sont même pas au courant qu'ils vont en dialyse. En fait, l'ambulance arrive le matin devant chez eux, les amène en dialyse pendant 4 à 5 heures, ils reviennent et les patients n'en parlent pas. Certains patients n'en parlent même pas à leur famille parce que c'est tabou, parce que c'est un sujet qui est ressenti comme de la honte parfois. Les gens se sentent jugés et d'ailleurs, certains en témoignent dans le documentaire. Donc c'était aussi tout l'intérêt de ce documentaire-là, c'était de tout simplement parler de cette maladie. Voilà, elle existe, elle est ici. C'est une maladie qui n'est pas liée à la Nouvelle-Calédonie, ni liée à une population ou un âge. C'est une maladie qui touche le monde entier. Mais effectivement, on est dans un pays, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, qui regroupe le plus de nombre de personnes dialysées par habitant, quoi. C'est ton documentaire Notre sang, donc en fait, il va sortir fin août. Ouais. On pourra le retrouver où? Alors, le documentaire est actuellement en montage. On travaille sur la version finale. Ok. Et il doit sortir sur Canal+ Calédonie fin août. D'accord. Super. Dernière question, Antoine. Donc, au vu de ce qui se passe actuellement au pays, le monde de l'audiovisuel est à l'arrêt, je dirais. Mais justement, comment est-ce que toi, tu comptes rebondir? Oui, le monde de l'audiovisuel est à l'arrêt. En tout cas, il est au ralenti, comme beaucoup de secteurs, je pense. Bien sûr. On a la chance d'avoir une structure d'association, on va dire, de producteurs, et on se soutient tous les uns les autres. On a quand même une belle entraide en Nouvelle-Calédonie dans ce secteur-là. Et donc, on est tous en train d'en discuter un petit peu, d'essayer de trouver des solutions. Et il existe des solutions, elles sont compliquées, elles sont pas forcément encore devant nos yeux, mais en tout cas, voilà, individuellement, on essaie de trouver des solutions. Nous, on travaille principalement avec Canal+. Donc là, on travaille sur des sujets d'écriture, sur des projets plutôt pacifiques, métropole. Et puis voilà, on va essayer d'aller explorer les nouveaux horizons autour de la Calédonie. Et puis, en attendant cette parenthèse, je l'espère en tout cas. Antoine, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et puis, bonne continuation, toi, pour la suite de tes aventures. Merci. Alors, le cinéma, tout comme les films documentaires, nous interpellent, nous font réfléchir autrement. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans votre chronique L'Infodoc. Dans ce premier volet du documentaire Les Sentinelles de la Grande Barrière de Corail qui s'intitule Les Tortues de l'île de Rennes de John Jackson, on y apprend que chaque année, c'est plus de 60 000 tortues vertes qui convergent vers la minuscule île de Rennes au nord-est de l'Australie, principal site de reproduction et de nidification de l'espèce. Un récif menacé par les bouleversements climatiques, en effet la montée des eaux et les fréquentes tempêtes les empêchent de plus en plus d'y creuser leur nid. Et même lorsqu'elles y arrivent, le risque que leurs œufs soient submergés et périssent est d'autant plus grand. Alors, est-ce que l'équipe des Sentinelles, ces sauveteurs des mers, parviendra-t-elle à les sauver? On regarde un extrait.
Le guano fossilisé compacté a raffermi le centre de l'île. Il est devenu dur comme un rocher. Ainsi, le point culminant de l'île est à 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur. Mais tout autour, un rebord abrupt s'est formé. Néanmoins, ce rebord est un danger pour les tortues. En essayant de le gravir, elles peuvent tomber à la renverse. Et une fois sur le dos, elles ont beaucoup de peine à se retourner. Elles risquent alors de cuire au soleil et de mourir. On l'a résolu facilement en érigeant une barrière sur le pourtour de l'île. Elle a été mise en place par les rangers et les aborigènes, propriétaires coutumiers de l'île. Cette mesure a été une véritable réussite. Aujourd'hui, la mortalité des tortues à cause des falaises est pratiquement nulle. 3 kilomètres de barrières en métal inoxydable ont été placés à des endroits stratégiques. Il aura fallu 5 ans à cette équipe de sauveteurs pour mener à bien donc ces travaux, pour remodeler donc les plages et les rendre à nouveau donc accessibles. Mais pour combien de temps ? En tout cas, ce documentaire est à retrouver sur Calédonia le lundi 1er juillet dès 19h55. Enfin, Romain, ce soir, va nous parler d'un appareil qui a révolutionné le monde de la télévision et du cinéma. On le retrouve tout de suite dans votre chronique Cinéfacto. Bonsoir Romain. Bonsoir Steph, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Ça va bien, merci. Alors, de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Alors, vous le savez, en ce moment, les passionnés de football comme moi sont comblés, puisque se déroule en Allemagne l'Euro, qui se voit s'affronter les meilleures équipes d'Europe, et on va savoir qui sera la meilleure du continent. Mais si je te disais qu'il existe un lien entre le film Shining de Stanley Kubrick et cet Euro 2024, saurais-tu me dire lequel ? Je vois pas du tout. Eh bien, ce lien, c'est Gareth Brown. Gareth Brown, mais c'est qui ? Enfin, je vois pas du tout là. C'est normal, je pense que son nom dit pas grand-chose à beaucoup de gens, mais c'est quelqu'un qui a révolutionné le monde du cinéma et de l'image, puisque c'est l'inventeur d'un outil crucial qui a transformé la manière de tourner. Et cet outil, c'est le Steadicam. Ah, c'est ce qui permet de stabiliser les images. Voilà, c'est littéralement d'ailleurs ce que veut dire Steadicam. C'est la contraction de Steady Camera en anglais, et ce qui signifie en français caméra stable. Alors, pour la petite histoire du Steadicam, il faut remonter aux années 70, une époque où on savait déjà donner du mouvement à la caméra à l'aide de grues, ou bien encore en filmant à l'épaule, ou même à l'aide de rails. Mais malgré tout, en plus du fait que ce sont des dispositifs assez conséquents, il y avait un tout petit détail dont on n'arrivait pas à se débarrasser, c'est que l'image, elle tremblait. Alors, du coup, ça donnait une image qui n'était pas fluide. Et c'est là, en 1972, qu'intervient le génie de Gareth Brown en créant le Steadicam. Alors, comment ça marche, cette histoire ? Et en fait, il utilise un système de contrepoids, donc avec des ressorts, et le tout est harnaché au corps du caméraman. Et ça permet en fait à la caméra de flotter littéralement dans les airs, ce qui élimine toutes les secousses. Même quand on court ou bien quand on monte les escaliers, l'image reste stable. Donc ça donne des séquences ultra fluides, dynamiques, et ça en jette visuellement. D'ailleurs, aujourd'hui, de nombreux films l'utilisent. Ah oui, la liste est longue, ça a vraiment été un outil révolutionnaire pour le cinéma. Et on l'a notamment utilisé au tout début pour les films Rocky et Shining. C'était même Gareth Brown qui tenait lui-même le Steadicam et qui a créé ces scènes cultes qui nous bercent, nous, cinéphiles. Et puis, il faut savoir que depuis son invention en 1972, c'est quelque chose qui s'est énormément répandu dans le milieu du cinéma, mais pas que. Et il n'a cessé d'évoluer, en fait, le Steadicam. On l'a rendu plus léger, on l'a rendu plus sophistiqué. Et ça permet désormais aux caméramans, justement, de capturer des images qui sont complexes, inventives, fluides, mais surtout stables. Mais tu parlais de foot, donc l'Euro 2024. Mais quel est le lien ? Le lien, justement, ce sont eux. Ces caméramans qu'on aperçoit parfois au bord du terrain et qui, armés de Steadicam, nous permettent d'apprécier les plus belles actions des plus belles équipes et le tout sans tremblement. Alors pour finir, j'ai envie de dire qu'au foot comme au cinéma, grâce au Steadicam, les images sont désormais plus stables, mais paradoxalement, elles nous font 2 fois plus vibrer. Merci Romain pour cette belle découverte. Mais de rien. Et puis à la prochaine. À la prochaine.
Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet calédonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.